Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous présenter un sujet autour de la connaissance et de la résilience que j'ai titré « Quelle galère, je n'ai plus de héros dans l'équipe ». Alors, un grand merci à tous les sponsors et tous les orgas qui ont permis cet Agile Tour, dont un petit sponsor là, que j'aime bien, c'est Uiris. Un petit peu sur moi, donc je suis tombé dans la marmite Agile en 2012. J'ai été Scrum Master à l'échelle, on n'appelait pas ça encore RTE. Leader d'une communauté de pratique de Scrum Master, puis coach Agile, responsable de la centre Agile chez Informatique Banque Populaire. J'ai participé à l'accompagnement de la transformation de notre produit chez Informatique Banque Populaire. Et depuis bientôt 2 ans, je travaille chez Uiris, la DSI du groupement U. Et je contribue fortement à la mise en place de cette transformation agile et une transformation en mode produit, alliée autour de l'humain et de la technologie. Et puis, je suis venu avec Super Zero, le héros, ou pas, de cette aventure. Et on verra après si c'est effectivement le héros. Un petit mot sur le groupement U. Donc, je vous ai mis la frise sur le côté, je vous laisserai regarder. Ça a démarré en 1894, donc ça date un petit peu. Les enseignes, vous les avez toutes repérées au coin de la rue. C'est 1670 magasins, plus de 73 000 héros pour vous servir au quotidien et 3 entités. Une enseigne qui s'occupe de toute la force commerciale, Ulog pour toute la logistique et Uiris, la DSI du groupement, avec 540 héros de l'IT qui gèrent 4500 serveurs, 700 applications, 800 teraoctets de données et plus de 25 000 postes de travail. Et si vous voulez être des futurs héros chez nous, on recrute des talents sur Euremploi. Notre transition vers l'agilité chez U, on a décidé de vouloir mieux servir nos utilisateurs, délivrer plus vite de la valeur et satisfaire les associés qui sont les patrons de magasins, les permanents qui sont dans les entités du groupement et forcément les clients. Et donc, on souhaite mettre en place de nouvelles pratiques autour de l'agilité et s'appuyer sur une IT qui est performante, humaine, évolutive et aussi résiliente. Mais quelle galère! Ils ont décidé de tous vouloir poser leur congé en même temps. Et donc, cet été, il n'y aura personne et mon planning, il vole en éclats et je ne suis pas sûr de pouvoir livrer au mois de septembre. Et ça se reproduit tous les étés, toutes les vacances de Noël, toutes les vacances de la Toussaint, en février aussi. Et c'est la galère tout le temps. Quelle galère! J'ai un collaborateur qui fait de la moto. Il est parti ce week-end, il a fait un petit tour de moto. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Ben, il est tombé, il s'est pété la clavicule. Il va être off pendant 1 mois. Ça, c'est ce qu'on pensait. En fait, c'est pendant 6 mois qu'il est off. Et quelle galère! Et j'ai mon super expert qui connaît toute la mise en prod, qui va avoir lieu demain et qui m'appelle et qui me dit « Désolé, chef, je ne peux pas venir, j'ai 41, je suis cloué au lit. » Mais quelle galère! Ou alors, j'ai un super collaborateur et qui vient de me dire « En fait, je viens de donner ma démission, j'ai trouvé un nouveau contrat beaucoup plus sympa à côté. » Oui, mais c'est le super sachant de l'équipe. Mais quelle galère! Et vous, est-ce que vous avez eu des galères un peu comme ça? Oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager une galère un peu différente de celle-là, un peu originale ou pas? Non, personne? Les mêmes? Et ça arrive tout le temps. On a pas mal de défis à relever en fait avec ça. On a forcément le casse-tête des congés. On a tous les imprévus auxquels vous n'avez pas pensé. Parce qu'on imagine plein d'imprévus qui pourraient se passer. On met en place une gestion de risque. Voilà, ici, on pourrait avoir ça. Ouais. Mais en fait, il y a tous les trucs qu'on n'a pas prévus. On a toutes les connaissances hors cadre RH, mais qui sont nécessaires, qui ne sont pas gérées par une GPEC, par une gestion des compétences.
On a le turnover naturel dans une équipe ou dans l'entreprise. Des gens qui veulent changer d'équipe ou qui veulent changer de service ou même changer d'entreprise, ben ça arrive. Il faut pouvoir relever ce défi-là. Et on a des sujets autour de la capitalisation des éléments de culture et tout ce qui est oral, genre le mode opératoire. Comment on fait pour mettre en prod? Bah attends, je vais te montrer, regarde, on fait comme ci, comme ça, hop, et puis je te laisse le faire, et j'ai pas documenté, ça reste dans la tête des personnes, et bah, au bout d'un moment, ça s'oublie. Et puis tout ce qui est finalement culture de l'entreprise, savoir qui se transmettent que par l'oral, et ça, on ne sait pas forcément le gérer. Et quand on a quelqu'un qui sait tout ça et qui s'en va, eh bien, on est un peu en galère. Et je vais vous raconter deux aventures, deux histoires. Une première aventure, c'est une équipe qui a deux héroïnes qui sont sur une activité critique. On est dans une équipe produit qui fait du build et du run et qui gère sa propre plateforme de données. Et deux héroïnes qui sont à faire le suivi de prod. Donc le suivi de prod, c'est je m'occupe de vérifier que la prod elle a bien tourné, que tous les batchs ils ont bien tourné. Quand ça passe pas, j'analyse, je relance. Et tout ça pour que tous les matins, à 9h ou 10h, tout soit OK et que ça roule, et que nos reportings soient OK. Dans cette équipe-là, les deux héroïnes, le même jour, annoncent pour l'une qu'elle a trouvé une autre mission qui l'intéresse un peu plus. Elle est en prestation. Et l'autre héroïne qui dit je me suis mariée l'année dernière et je suis enceinte. Donc, je vais partir en congé maternité. Et là, on se dit comment on va faire dans l'équipe. Donc, on s'est creusé un peu la tête. Et puis, on s'est dit, tiens, si on faisait des petites cartes de profil. Donc, en fait, moi, j'ai demandé à chaque membre de l'équipe de faire cette petite carte de profil et de partager les 4-5 connaissances qu'ils avaient, majeures, avec un petit niveau de est-ce que je connais juste ce sujet-là, est-ce que je suis plutôt en maîtrise ou est-ce que je suis plutôt expert du sujet. Et puis, des souhaits de monter en compétences. C'est telle et telle connaissance. Tiens, moi, j'aimerais bien apprendre un peu plus ou en savoir un peu plus ou devenir expert sur ce sujet-là. Et puis, forcément, il y en a toujours un qui se dit, mais est-ce que je vais pouvoir progresser ou chouette, je vais pouvoir progresser. Et chacun fait ça dans le bureau. On a la chance d'avoir un bureau organisé un peu en cercle. Et du coup, derrière tout le monde, on met les fiches de profil avec la photo, une petite bio et puis toutes ses compétences. Et puis tout d'un coup, il y a la magie qui opère. C'est que les gens commencent à se parler dans l'équipe et puis à se dire, tiens, en fait, j'ai un sujet à traiter là, je vois que toi, tu es plutôt expert, est-ce que tu ne peux pas m'aider à traiter le sujet avec moi pour que moi, je puisse monter en compétence? Parce que c'est justement sur cette compétence-là que j'ai envie de progresser. Et donc ça, on l'a mis en place et au bout de 2 ou 3 mois, on a commencé à avoir le niveau de connaissance qui remontait sur la gestion de prod. Et on a quelques collaborateurs qui se sont dit, enfin, je vais pouvoir m'essayer à la gestion de prod un peu plus en sécurité parce que j'ai acquis des compétences et puis on va pouvoir progresser. Deuxième aventure, chez Informatique Bon Populaire, grosse transformation, migration vers les équipes produits et puis des périmètres et des applications qui changent d'une équipe à l'autre. Et on se retrouve avec une équipe qui a environ 150 applications dans son périmètre et avec à peu près la moitié à donner et puis une partie à recevoir. Donc ça fait quand même beaucoup de sujets. Et les managers qui se posent la question, mais comment on va faire pour sécuriser tout ça et s'assurer que les applications qu'on a en maintenance vont bien continuer à tourner, sachant qu'il faut qu'on le fasse quand même assez rapidement et qu'il y a des périmètres, on n'a pas la connaissance fonctionnelle et d'autres, on n'a même pas la connaissance technique. Et donc, ce qu'on a fait avec cette équipe-là, c'est qu'on a fait une cartographie un peu de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on a demandé
à chaque collaborateur de définir où est-ce qu'ils avaient de la connaissance et sur quel type de connaissances c'était. Est-ce que c'est des connaissances métiers? Est-ce que c'est des connaissances techniques? Ou est-ce que c'est des connaissances plutôt générales sur de l'animation ou sur du métier? Et on leur a demandé de dire où est-ce qu'ils étaient suffisamment en maîtrise ou en expertise, ou est-ce qu'ils étaient juste avec de la connaissance. Et sur chacune des lignes, on a fait un total et on a regardé est-ce qu'on a suffisamment de personnes qui connaissent ce sujet-là ou pas. Et donc, il y a des sujets, c'était bon, tout c'était OK, on pouvait reprendre le sujet. Et tous les sujets où on était à l'orange ou au rouge, donc on a du danger ou on est plutôt critique, et ben on a mis un plan de transfert de connaissances pour que les collaborateurs puissent apprendre un peu plus et être de plus en plus en maîtrise. Ce genre de choses, on l'a testé aussi dans le même contexte avec une équipe qui était sur un cœur de métier très sensible, mais avec beaucoup de turnover. Et la manager, elle a utilisé ce truc-là pour piloter avec son chef pendant environ 6 mois son activité et surtout piloter la montée en compétences de ses équipes. Et elle le faisait à travers une vue un peu plus synthétique, parce que la première, c'est plutôt pour l'équipe, à savoir où est-ce qu'on en est et comment on peut progresser. Et la deuxième, c'est plutôt pour dire, voilà, où est-ce qu'on en est globalement dans nos niveaux de connaissances, où est-ce qu'on a du danger? Est-ce que c'est plutôt sur de la technique, sur du métier ou sur d'autres sujets? Avec tout ça, moi, je voulais vous donner quelques petits trucs. Et donc, je vous propose de mettre quelques éléments dans votre sac à dos. Le premier élément, c'est le chouari. Je ne sais pas si certains connaissent le chouari. Oui. Donc, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. L'idée, c'est d'avoir 3 niveaux. C'est plutôt issu des arts martiaux. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau chou. Donc, il y a quelqu'un qui ne sait pas. Bon, lui, ben, tu commences par suivre les règles. Tu vas répéter les gestes et tu vas les répéter jusqu'à les maîtriser. Et donc, c'est le premier niveau et c'est ce qu'on a utilisé dans les outils pour cartographier la connaissance. Le premier niveau, c'est les choux. Je ne sais pas et je connais peut-être juste, mais je ne suis pas encore en maîtrise. Et donc, je vais répéter les règles et faire avec quelqu'un d'autre. Le deuxième niveau, c'est le niveau A. Ben là, je sais faire tous les gestes. Mais maintenant, je vais vouloir comprendre comment on les fait et pourquoi on les fait. Et donc, je vais passer plutôt sur le niveau de la maîtrise, maîtriser les règles, les gestes, maîtriser les règles, les comprendre pour mieux les faire encore. Et le dernier niveau, ben, je suis tellement maître sur les règles, je connais tellement les choses que maintenant je peux me dire ben, je pourrais réécrire mes propres règles. Finalement, je deviens expert, je suis au niveau RI et je vais écrire mes propres règles. Donc ça, c'est trois niveaux qu'on a utilisés pour cartographier finalement les niveaux de compétences dans l'équipe. Et quand on est au niveau RI, c'est pas qu'on est le super expert de la planète. Non, non, on est l'expert dans l'équipe et on est la personne dans l'équipe qui fait référence et qui peut potentiellement, pour l'équipe, proposer ses propres règles, voire les proposer à d'autres. La deuxième chose que je voulais vous partager, qu'on a mis en place, c'est la notion de truck factor. Alors le truck factor, c'est un peu trash. C'est le nombre de personnes devant passer sous un camion pour mettre en péril le fonctionnement de l'équipe. Autrement dit, si c'est à 1, s'il y a une personne qui passe sous le camion et qui met en péril toute l'équipe, vous avez un vrai problème. Et l'idéal, c'est que le truck factor soit égal au nombre de personnes dans l'équipe. C'est ce qu'on appelle aussi les SPOF, les Single Person of Failure. Et donc, en utilisant cette notion de truck factor, connaissance par connaissance, c'est là où on va se dire il nous faut combien de personnes pour que l'équipe
soit plutôt qu'elle soit détruite, mais qu'elle soit en confiance. Donc, si on a sur une connaissance une personne qui connaît, et qu'en plus cette connaissance, elle est critique, on est vraiment embêté. Donc, comment on fait pour faire progresser le reste de l'équipe pour que ce truck factor sur la connaissance augmente et qu'on ait suffisamment de personnes pour être serein. Quelques petites pratiques et outils, toujours au service des individus et de leurs interactions, que moi j'ai pu tester et que je vous propose. Sur des équipes de développement, on a mis en place du pair programming. J'imagine que vous connaissez tous. On va faire les choses à deux. Alors, ça marche sur de la programmation, mais ça marche aussi sur plein d'autres choses. Hein. Ça peut être de la revue, ça peut être de l'écriture de cas de test, ça peut être de l'écriture du user story. Dès qu'on le fait à deux, alors certains vont se dire, oui, on fait à deux, ça va nous coûter 2 fois plus cher. Non, ça va nous permettre de monter en compétences, ça va nous permettre de progresser, et en plus, ça va augmenter la qualité. On a fait aussi sur une équipe des tests croisés de l'autocorrection. C'est-à-dire que dans l'équipe de dev, pour qu'ils augmentent leur niveau de compétences, on a demandé à un développeur donc, de faire le développement et à son collègue de venir tester. Comme tester son propre code, c'est pas facile, c'était déjà mieux. Et la personne qui testait, si elle trouvait un bug, c'était elle qui devait le corriger. Elle n'a pas écrit le code, elle trouve le bug, et c'est la personne qui trouve le bug qui corrige. Et ça a permis, comme ça, de faire pas mal monter en compétences l'équipe de développement. On a fait aussi des séances de mob programming, où finalement, il y a un développeur, qui est peut-être l'expert, qui va développer devant les autres une fonctionnalité pour leur montrer comment faire et quelle est la meilleure manière de faire, et de créer de l'échange avec les autres pour les faire progresser. Le shadowing, donc de faire à côté, d'être à côté de la personne, observer comment faire, ça permet déjà d'apprendre des choses et de commencer à monter en compétences. On a fait aussi une séance de pair refactoring avec du Pomodoro. Donc on a mixé deux techniques. L'idée c'était de prendre du code à refactorer, de se mettre à deux et de se dire pendant 5 minutes, là on va définir l'objectif qu'on veut atteindre sur ce refactoring. Est-ce qu'on veut réduire de la complexité? Est-ce qu'on veut augmenter de la performance? Et puis, se donner 20 minutes pour faire le refactoring. Et puis, à la fin, un petit bilan. Et on l'a fait avec plusieurs équipes. Et là, le bilan, on l'a fait carrément en partage avec les autres. Et donc, chacun a montré quel est le code qu'ils avaient refactoré, pourquoi ils l'avaient refactoré, comment ils l'avaient fait, quels résultats ils avaient obtenus. Et comme ça, toute l'équipe a pu progresser sur plusieurs sujets en même temps. Moi, les matrices là, que je vous ai montrées, avec les niveaux de connaissances, je les ai aussi utilisées il n'y a pas très longtemps sur un plan de passage de connaissances. J'ai eu des externes qui sont partis de l'équipe et on leur a demandé de lister tous les sujets sur lesquels ils étaient, quel est le niveau qu'ils avaient en termes de maîtrise sur ces sujets-là, et que ceux qui restaient, finalement, allaient pouvoir dire bah, sur ce sujet-là, j'ai autant de maîtrise que toi, donc c'est bon. Ou alors, je suis juste en connaissance, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, donc il faut qu'on passe du temps pour aller mieux comprendre et que moi, je sois plus serein pour reprendre le sujet après. Est-ce que vous avez des pratiques que vous avez mis en place pour faire ce genre de montée en compétences en complément de ça ? Non. Quelques indicateurs. On aime bien les indicateurs. Hein. Faut pouvoir suivre tout ça. Moi, je dis pas plus de 2 indicateurs sur ce sujet. Le premier que je préconise, c'est un indicateur qui est piloté par l'équipe pour l'équipe, qui reste idéalement non publié vers l'extérieur de l'équipe. C'est la grande cartographie avec toutes les personnes, leur niveau de connaissances, où est-ce qu'ils en sont et où sont les connaissances critiques. Que le manager ait vision sur ça, c'est important, c'est nécessaire, mais que le reste de l'entreprise ait la vision sur toutes les connaissances de telle équipe et où en est Pierre, Paul ou Jacques,
ça a peu d'importance pour le reste de l'entreprise. Par contre, c'est super important pour l'équipe, pour savoir où est-ce qu'ils doivent progresser. Et le deuxième que j'ai remis là, c'est un indicateur plus macro qui permet de rendre visible là où il y a du risque et là où ça va évoluer. J'ai eu à travailler avec un manager qui me disait là on est mal, on a fini le projet et ça va aller en maintenance, mais l'équipe de maintenance, elle n'a pas les connaissances. Et je dis, bah ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai redit au comité de pilotage, on n'a pas les compétences, quand ça va passer en run, on n'a pas les compétences. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je lui ai proposé de travailler sur cet indicateur-là pour montrer finalement que là où le sujet allait atterrir en maintenance, on n'avait plus les compétences. On n'avait pas les compétences. Et là, quand on a fait la carto, on a vu qu'il y avait du rouge. Et là, tout d'un coup, mais comment ça se fait que tu ne m'as pas dit qu'on n'allait pas avoir les compétences quand on allait passer en run? Je l'ai dit, mais ce n'était pas factualisé. Donc finalement, en le montrant avec cet indicateur-là, on ne va pas dire c'est telle ou telle personne qui n'a pas les compétences, c'est on a X personnes qui n'ont pas les compétences dans l'équipe, et là, on a un gros risque. Puis après, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un petit atelier là pour aider nos équipes à progresser? Donc moi, j'ai de la chance dans mes équipes d'avoir des UX UI qui m'ont aidé à fabriquer ce petit atelier. Et donc, on a fabriqué une petite matrice de résilience. C'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure, mais beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Et donc, on a monté cet atelier qu'on fait avec l'équipe. On leur demande de lister l'ensemble des compétences ou des connaissances qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. On n'a pas besoin de tout leur CV ou tout leur pédigré. C'est qu'est-ce qui est nécessaire pour eux pour que l'équipe performe. Donc, ils listent toutes les connaissances. Alors là, j'ai mis que la partie technique, mais ça peut être une partie technique, une partie fonctionnelle. Là, on est en train de travailler sur des migrations vers le cloud, donc on va intégrer des connaissances nécessaires sur le cloud pour pouvoir que l'équipe soit performante. Et chacun va, dans l'équipe, sur les connaissances, mettre s'ils connaissent, s'ils sont en maîtrise ou ils sont experts du sujet. On a remis quelques niveaux de connaissances supplémentaires et on a rajouté 2 indicateurs supplémentaires qui sont est-ce que je suis en mesure de partager quelque chose ou pas? Alors en mesure ou est-ce que j'ai envie de partager quelque chose? Et ce n'est pas forcément parce que je suis expert que je peux partager quelque chose. Je peux déjà être en maîtrise et partager quelque chose, ou je peux déjà connaître quelque chose et le partager à quelqu'un qui ne sait pas. Et puis, des souhaits d'apprentissage. Est-ce que sur cette connaissance-là, j'ai envie d'apprendre ou pas? J'ai envie de progresser ou pas? Et c'est OK qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de progresser sur tel ou tel sujet. Et on a rajouté aussi un petit indicateur rouge sur je ne veux surtout pas apprendre là-dessus. Moi, j'ai eu des cas dans une équipe où quelqu'un qui me dit non, moi, je ne veux pas apprendre là, sur ce sujet-là. La dernière fois, on m'a forcé à apprendre sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas fait pour... c'est quelqu'un qui faisait plutôt du mainframe et on l'a forcé à apprendre du Java. Il dit, mais moi, je n'ai pas le mindset pour ça. Et la dernière fois, on m'a forcé, je n'ai pas réussi, donc j'étais en échec. Là, je ne veux plus apprendre. Donc, c'était intéressant de le savoir parce que ça permet d'éviter de remettre la personne dans une situation compliquée. Et quand on fait ça, on peut à la fin, sur chacune des connaissances, savoir est-ce qu'on est en risque ou pas, parce que j'ai suffisamment de personnes qui connaissent. Le fait de savoir si on est en mesure de partager et si on veut apprendre, ça permet de voir si on a toutes les compétences dans l'équipe pour progresser tout seul, en autonomie. Et donc, il y a des sujets sur lesquels on a les compétences, on a des experts ou des gens qui connaissent et qui sont en mesure de partager et des gens qui veulent apprendre. Tout bénef, on n'a plus qu'à organiser le partage de connaissances dans l'équipe. Et là où soit on n'est pas en mesure de partager, soit on n'a personne qui veut apprendre et qu'on est en risque, là, il faut qu'on aille chercher des solutions. Soit on va aller montrer l'intérêt de progresser sur telle et telle chose
parce que c'est nécessaire pour la suite et donner de la visibilité sur les enjeux de l'équipe. Mais ça peut aussi être, il n'y a personne qui sait partager, il n'y a qu'un seul expert, on est en risque parce qu'il s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller chercher de la formation ou est-ce qu'on va chercher quelqu'un dans une autre équipe pour injecter du savoir? En petit épilogue, alors notre héros, il sauve l'équipe ou il ne sauve pas l'équipe, selon vous? Ouais, l'équipe se sauve tout seul. Alors, l'équipe peut se sauver tout seul, mais il lui faut de l'aide. Et ça va vous demander du temps. Ça va demander du temps pour apprendre. Parce qu'apprendre des choses, ça ne se fait pas tout seul. C'est généralement des cycles qui sont assez longs. Alors, on peut apprendre très vite des petites choses, mais si on veut combler de grosses lacunes, il va falloir prendre du temps. Ça va demander aussi de l'énergie pour progresser. C'est-à-dire que les gens, pour apprendre, ils vont avoir besoin d'énergie et ça va leur prendre aussi de l'énergie. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper. Ça va nécessiter de la transparence aussi avec les autres. Parce que quand on fait la cartographie et qu'on dit sur ce sujet-là, en fait, non, je ne connais pas. Ça demande un peu de transparence et puis une dose de sécurité psychologique pour s'autoriser à dire moi, je ne suis pas expert du sujet, moi, je ne connais pas ce sujet-là et moi, je veux bien apprendre. Et avec tout ça, moi, je pense que vous pouvez triompher et vous pouvez réussir à avoir la résilience en fait, de votre équipe. C'est-à-dire qu'avoir une équipe qui sait se passer de la connaissance, qui sait résister à tous les petits imprévus, alors peut-être pas sans dommage, mais qui sait au moins s'adapter et réagir rapidement à tous les imprévus qui vont arriver. Donc la personne malade, si on a anticipé, en fait c'est peut-être le super expert, mais on savait qu'il pouvait y avoir un expert qui tombe malade, donc on a peut-être anticipé les choses et documenter un minimum ou passer de la connaissance pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre, alors peut-être pas avec le niveau d'expertise de la personne, mais qui puisse reprendre un minimum de choses dans l'équipe. Quelqu'un qui s'en va, vous savez sur quoi il était compétent et expert, vous savez qui est pas loin de son niveau, et puis vous allez pouvoir faire le transfert, parce que quand il y a quelqu'un qui s'en va de l'équipe, c'est jamais du jour au lendemain, il y a toujours un peu de temps, toujours un préavis, et donc vous pouvez l'anticiper. Donc oui, ça va demander du temps, de l'effort, ça va demander de la bande passante dans l'équipe, mais vous allez pouvoir mieux résister à ça. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à devenir les héros de votre équipe et à transmettre le savoir dans vos équipes? Oui. Est-ce que vous avez des questions? La super matrice que tu montrais tout à l'heure, comment ça s'appelle? On l'a appelée la matrice de résilience. Alors, si vous regardez dans la littérature, dans Management 3.0, ça s'appelle la matrice d'équilibre. C'est à peu près la même chose. Et en fait, c'est une liste des compétences de chacun et on regarde s'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes compétences. C'est une liste des connaissances nécessaires à l'équipe. Et chacun vient se positionner sur les connaissances et dire sur ce sujet-là, moi je ne connais rien, moi je suis en maîtrise, ou moi je suis expert. Cette liste est co-construite? La liste est co-construite. La force du truc, c'est de co-construire la liste et que l'équipe s'auto-évalue dessus. Parce que ça va avoir aussi un phénomène de partage aussi dans l'équipe. Moi je l'ai fait avec une équipe et on avait quelqu'un, on savait que c'était l'expert du sujet, mais il ne voulait jamais dire que c'était l'expert, parce qu'il s'est sûrement dit, si je dis que je suis l'expert, on va me donner tous les sujets dessus. Non. Et finalement, en travaillant sur ce sujet-là, c'est l'équipe qui a dit, mais non, mais c'est toi l'expert. Je ne suis pas si bon. Si, c'est toi l'expert dans l'équipe sur ce sujet-là. Donc, on te laisse assumer que tu es l'expert et tu vas pouvoir nous passer de l'information.
Sur la fréquence dont vous avez au du maintien de cette liste des évaluations. Je dirais que ça va dépendre des équipes, mais si je dis ça, je dis pas grand-chose. Moi, j'essaie de le faire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, parce que le temps de monter en compétences ou d'acquisition des connaissances, ça peut être plus ou moins long. Le faire tous les mois, ça peut être très chronophage. Finalement, le faire tous les 3 mois, c'est pas mal. De refaire une revue, en fait, tous les 3 mois. Et puis après, on peut aussi utiliser les daily pour se dire, bah, tiens, il y a un sujet qui arrive là. Bah, moi, je vais prendre le sujet et je regarde en même temps la matrice. Bah, il y a quelqu'un qui pourrait venir avec moi sur ce sujet-là pour nous aider à monter en compétences. Donc ça peut être fait aussi au quotidien, en fait, pour animer la montée en compétences. Par rapport au pilotage de la connaissance, qui est une notion de criticité aussi de la connaissance et de est-ce que la documentation existe déjà quelque part? Moi, je dirais que c'est l'équipe qui sait ça, qui est à même de dire s'il y a de la documentation ou pas. Et je pense que l'équipe et le manager sont capables de dire si la connaissance, elle est critique ou pas. Ça n'apparaît pas dans le tableau de pilotage? On peut le faire apparaître. Nous, on ne l'avait pas forcément fait apparaître, mais on peut le faire apparaître. Ça peut rentrer aussi dans des critères de priorisation. Si on a une dizaine de connaissances qui sont plutôt rouges et il faut qu'on progresse, un des moyens de prioriser, c'est peut-être la criticité ou la présence ou non de documentation. Oui. La matrice de résilience, du coup, chaque équipe est autonome. En gros, tu leur donnes la matrice, ils la remplissent et ils la redonnent après, c'est ça? Moi, ils ne me la donnent pas. Quand on accompagne les équipes, on leur propose la matrice, on leur propose l'atelier, on anime généralement le premier atelier, et puis après, on les laisse vivre avec. L'objectif, c'est qu'ils progressent et qu'ils passent le plus de sujets à l'orange ou au vert. On sait qu'on ne pourra pas tout passer au vert, mais oui, on les autonomise dessus. Tu leur donnes la matrice, et puis après, c'est pour eux, c'est pour progresser et pour rendre visible là où ils ont des problématiques et rendre visible là où ils ont progressé aussi. Parce que ça, ils peuvent l'utiliser, la partie indicateur, finalement, ils peuvent l'utiliser pour montrer, ben voilà, par rapport au mois précédent ou il y a 3 mois, ben on a progressé sur tant de compétences, donc là, on est plus serein. Oui. Je veux savoir si tu avais travaillé sur d'autres facteurs de résilience autres des compétences, comme les personnes qui vont être fédérées au sein d'équipe ou comment s'adapter à des changements de société, des choses qui vont rendre l'équipe résiliente sur d'autres aspects de compétences. Non, je n'ai pas travaillé sur autre chose, que sur les compétences. Mais c'est déjà pas mal. D'autres questions? Non? Eh bien, merci beaucoup. Et et n'oubliez pas les petits feedbacks, j'en prendrai compte, j'en ai déjà pris compte dans les versions précédentes pour améliorer le support encore. Merci.